Mais on sait très bien que combien de personnes qui sont malheureuses, combien de personnes qui sont perdues aussi, combien de personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, combien de personnes qui ont perdu le désir parce qu'ils ont passé toute leur vie, surtout les femmes qui ont passé toute leur vie à s'occuper des désirs des autres. Donc, à un moment donné, c'est qui je suis, c'est quoi que je veux. On ne le sait plus à un moment donné. Et c'est avec Bob Proctor que tu as trouvé un peu qui tu étais. Oui. Puis qu'est-ce que tu voulais? Il a complètement changé ma vie parce que j'ai appris avec lui à m'aimer. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue au podcast Impacter le monde. Il y a de ces gens qui, dès qu'on les rencontre, ont un grand impact sur nous. Ma prochaine invitée fait partie de la courte liste qui me laisse sans mots. Si j'avais une coach à prendre maintenant, je me tournerais vers elle. Son intelligence, sa brillance, sa lumière, son savoir, son intuition me laissent littéralement sans voix. Sofrani Transia, coach en mindset. Bienvenue à Impacter le monde. Merci, Karine. C'est tellement gentil. Ça me fait tellement chaud au cœur de t'entendre. Merci. Ah ouais. Est-ce que tu es prête à impacter le monde aujourd'hui? Absolument. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, impacter le monde? Ça veut dire de vivre à partir de ma mission. Parce que moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les personnes à comprendre l'impact qu'ils ont sur leur vie, le pouvoir qu'ils ont sur leur vie, de se prendre en main, de conscientiser leur programmation mentale et de prendre des décisions et de faire un pas en avant vers ses objectifs, ses désirs profonds. Voilà. Tu ne fais que parler, j'ai des frissons partout. On commence quand? Ça, c'est l'effet que tu me fais. Qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du coaching? Parce que ta feuille de route, elle est tellement impressionnante. Puis je trouve que ça fait tout un beau package avec qui tu es. Tu es une athlète, tu es une autre performante, tu as été dans le Cirque du Soleil, tu es une chanteuse, tu es multipotentielle, multi-qualité, multi-tout, là. Merci. Mais je dis toujours, j'ai eu 3 vies, en fait. Là. Ouais. La première, c'était vraiment dans la performance. Hein. J'ai été championne mondiale en taekwondo. Ensuite, je sentais que j'avais fait le tour un petit peu. Fait que j'ai pas fait les Olympiques. Hein. Je devais choisir entre faire les Olympiques ou aller à l'école de cirque. Donc, j'ai choisi d'aller à l'école de cirque. Donc, j'ai fait l'école de cirque pendant 3 ans. OK, attends. Mais je te mets sur pause. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu choisis de renoncer aux Olympiques, qui est quand même le summum pour un athlète qui a travaillé une bonne partie de sa vie pour s'entraîner, se rendre là, puis tu dis, oh non, finalement, c'est pas ça que je veux faire? Bien, moi, je gagnais tout le temps. Donc, j'avais pas besoin de la médaille olympique. C'était pas important pour toi? Non, parce que je sentais que j'avais fait le tour, puis j'avais besoin de Wow! m'exprimer artistiquement avec mon corps, puis à ce moment-là, de découvrir la féminité que j'avais à l'intérieur de moi. Hein? On m'appelait la danseuse de ballet, d'ailleurs, dans les arts martiaux. Parce que, ouais? ben oui, je m'étais mis à faire du ballet classique en même temps que je faisais du taekwondo, puis j'étais très souple. Donc, parce que j'avais besoin d'exprimer mon côté féminin à travers mon corps à cette époque-là. Donc, j'étais jeune aussi. J'avais quoi? Je devais avoir 16 ans. C'est ça. Donc, Puis qu'est-ce qui t'avait amené au taekwondo? ça a commencé avec une fille qui voulait me bûcher OK. au secondaire. Excuse-moi. Je trouve que c'est une bonne raison. Excuse-moi. C'est vraiment le terme en plus. On parle des années 80. Et j'imagine qu'elle n'a pas eu la chance de le faire. Ben non, elle s'est même me retrouver dans mes cours de taekwondo à un moment donné. Puis j'avais dit, qu'est-ce que tu fais là? Elle a dit, ben toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Donc, OK, attends, on va reprendre. On va reprendre la fille qui voulait me bûcher. J'aime trop ça. Aïe, aïe, aïe. Donc, il y a une fille qui veut te bûcher et tu décides d'apprendre à te défendre. Excuse-moi. Oui.
J'ai dit, bon, ben, je pense qu'il va falloir que j'apprenne à me défendre parce que ça va pas aller. C'était au secondaire 1 en plus. Je devais avoir 13, 14 ans. Moi, j'avais 13, ouais, 13 ou 14, je ne sais plus. Mais c'est ça. Puis ça donnait que ma tante sortait avec un maître en taekwondo qui s'appelait André Blake. Euh, qui enseignait au Centre Immaculée Conception, que ça OK. s'appelait à l'époque. Oui. Donc, il m'a pris sous son aile. Donc, j'ai eu des cours privés pendant 1 an avec lui. Donc, je suis tombée en amour avec ça. Puis surtout, moi, j'ai pas eu de père. J'ai été élevée toute seule avec ma mère. Donc, ça a été comme un substitut de père pour moi. Donc, j'ai fait ça pendant 1 an ou 2. Après ça, il m'a intégrée au groupe. J'ai commencé à faire de la compétition. Puis tout de suite, je me suis mis à gagner. Wow. Donc, à 15 ans, j'ai commencé à enseigner le taekwondo aux adultes, aux enfants. Puis, je faisais de la compétition internationale. Et là, tu arrives à ce moment où tu dois choisir entre les Olympiques, puis il y a Ouais. une vibration qui t'appelle ailleurs, puis tu te casses pas la tête, tu y vas. Oui. Bien, j'étais allée au Cirque du Soleil. J'avais vu Allégria avec ma mère. Puis, j'étais partie à pleurer. J'étais tellement touchée. Faut dire, j'avais fait du taekwondo avant, pas du taekwondo, du cirque avant de faire du taekwondo. Parce que je faisais de la gymnastique quand j'étais tout petite. Puis bon, une personne qui était venue dans les cours de gymnastique avait dit, viens faire du cirque, c'est plus le fun. C'était, je ne me rappelle plus de son nom, en tout cas, ça fait trop longtemps. Mais j'avais déjà touché au cirque, puis j'étais en amour avec le cirque. Là. J'étais déjà une petite fille très passionnée. Même quand j'étais malade, là, un moment donné, j'étais malade, je ne pouvais pas manquer les cours, là, puis j'étais tombée sans connaissance dans l'autobus, puis il a fallu qu'on me ramasse en plein hiver, puis en tout cas, parce Mais que c'était j'étais trop tellement passionnée. important. Oui, Oui. c'était passionné. Ah oui, mais j'étais une passionnée complètement. Ouais. Puis là, tu arrives au Cirque du Soleil, puis ça a été quoi ta discipline? Le tissu aérien. Donc, c'est l'École nationale de cirque que j'ai faite OK. pendant 3 ans. Oui. Et c'est ça, j'ai fait le tissu aérien, puis tout de suite, j'ai travaillé dans les cabarets, en fait. Ben, je travaillais au Cirque Éloise pour commencer, puis après ça, j'ai été appelée très rapidement dans les cabarets en Allemagne. C'est là que je voulais travailler, donc je suis partie avec mes 2 valises puis 400 pièces des poches. Et tu as fait une carrière Ouais. dans les cabarets. Ouais. Comme chanteuse aussi. Oui, je suis devenue éventuellement chanteuse. J'avais un talent que j'avais découvert à l'école de cirque à l'époque. Puis j'ai commencé à prendre des cours toutes les semaines quand j'étais en Allemagne. J'ai trouvé une super prof de jazz. Fait que j'ai commencé à devenir chanteuse. Donc, c'est ça. J'ai fait ma carrière comme artiste, vraiment comme chanteuse de jazz et artiste de cirque. Et là, à un moment donné, il y a un switch qui se fait où tu plonges dans l'univers du coaching, mais il y a un moment important Ouais. ou quelques moments importants Ouais. où il n'y a plus rien qui fonctionne. Ouais. Où là, parce que là, on parle, tu sais, c'est hyper impressionnant, mais il y a de l'hyper-performance dans tout ce que tu Ouais. fais. Puis à un moment donné, ça devient un peu exténuant, j'imagine, pour le corps, la tête, Oui. l'énergie et tout le reste. Oui. C'est un Ah. passage à vide. Ah oui. En 2009, ça a été une année assez difficile parce que j'ai fait des pneumonies. J'ai failli mourir, en fait, à 3 reprises. Puis 2, 3 semaines après, je me retrouvais encore sur mon tissu en train de performer. Je n'étais pas capable d'arrêter. Mon docteur me disait, il faut que tu arrêtes. Puis je n'étais pas capable d'arrêter. J'avais acheté une maison à Montréal. Je me sentais responsable de ma maison. Puis donc, ce qui est arrivé, c'est tout simplement que mon corps il a collapsé. Là. J'étais en train de chanter, puis je me suis évanouie, puis je me suis retrouvée backstage en train de shaker partout, puis on m'a transportée à l'hôpital. Puis j'étais à l'hôpital pendant 2 semaines, puis après ça, j'étais pendant 1 an alité sans pouvoir marcher. Puis j'ai perdu totalement l'usage de ma voix aussi. Je ne pouvais pas parler. J'ai été à un burn-out le plus bas que tu peux être, c'est ça. Et comment tu as fait pendant 1 an Ben, pour te remettre et t'occuper de toi, pour rebâtir ceci, peut-être en écartant un peu l'hyper-performance? Ben, c'est que à ce moment-là, tu sais, tu es tout seul avec tes pensées, hein? Donc, la première chose qui m'est venue, c'est enfin, je peux me reposer. C'était la première fois de ma vie que je sentais que j'avais le droit de me reposer. Donc, ça, en même temps, j'avais j'avais le stress de comment je vais faire avec ma maison. Mais bon, j'avais 80 de mon salaire. En Allemagne, quand même, les assurances sont super, là. J'avais 80 de mon salaire pendant 1 an. Donc, mais c'est ça, je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Il y avait le Cirque du Soleil, j'étais dépisteur pour le Cirque du Soleil, j'étais dépisteur sur le marché européen à l'époque, puis ils voulaient m'avoir dans les bureaux à Montréal. Puis moi, j'étais trop malade pour Pour travailler, ben non, pour c'est ça, effectuer une je tâche. pouvais pas. Mais je ne l'avais pas dit au Cirque du Soleil à l'époque. Donc, en tout cas, ils ont dû trouver ça ils ont dû le trouver bizarre. Mais en tout cas,
Mais bon, c'est ça, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au bout de 8 mois à peu près, je commençais à pouvoir, mettons, me lever, puis me faire à manger, puis là, retourner me coucher. Après ça, j'allais prendre un café, je lisais un livre, je retournais me coucher. Puis il y avait le festival Fantasia, je passais mes journées à regarder le cinéma, puis après ça, j'allais me coucher. Donc, ça a été, tu sais, peu à peu. À un moment donné, j'ai été capable de m'inscrire dans un centre de sport. J'allais faire mon cours de yoga, j'étais couchée pendant 2 semaines après. Mais j'y allais pareil faire mon cours, je donnais tout ce que j'avais pour faire mon cours de yoga pour aller me reposer après. Fait que je me poussais, puis après ça, je me reposais. Je me poussais, je me reposais. Puis par petit comme ça, j'ai réussi à revenir, bon, tranquillement avec les années, là, à remonter la pente. Mais je dirais que pendant le temps que j'étais alitée, là, parce que tu es toute seule avec tes pensées, hein, Ouais. puis j'ai décidé à ce moment-là que je ne retournerais plus jamais sur scène. Ça a été là. Ça a été là que ça s'est fait. J'ai dit, je voulais plus monter dans mon tissu, je voulais plus faire du cirque, je voulais plus retourner sur scène ni comme chanteuse, ni comme artiste de cirque. J'en avais soupé. Puis est-ce que tu avais soupé du cirque, des arts, de la créativité ou c'était plus l'hyper-performance Hum. que tu n'en pouvais plus? Ce que j'en pouvais plus, en fait, il y a beaucoup de choses, mais surtout le harcèlement que je vivais au cabaret. Là, j'en ai jamais parlé de ça. Mon nom, c'était Tits. C'était pas Sophranie, c'était Tits. OK? Les gars, il y avait beaucoup de coke, d'alcool, parce que l'alcool était gratuit. Donc, c'était très lourd. J'ai un collègue qui était proche qui s'est suicidé. J'ai eu un chum qui est mort d'une crise cardiaque à 45 ans. Tout ça est arrivé, puis j'avais 3 jobs en même temps. J'étais artiste de cirque à temps plein, j'étais dépisteur pour le Cirque du Soleil, puis je faisais de la mise en scène aussi en même temps. Donc, je travaillais tellement, puis j'étais pas capable d'arrêter, puis j'étais toujours insécure. Parce que, tu sais, les super performantes, Ouais. oh. Ouais. Merci de me pointer. Ben, Ouais. on a peur de manquer le bateau. Il Ouais. ne faut surtout pas manquer les opportunités. Ouais. Donc, on n'est pas capable de dire non à rien. Donc, on en prend, puis là, on est épuisé, mais on Ouais. continue parce qu'on se sent responsable, parce qu'on est des personnes passionnées, mais responsables. Ouais. Donc, il faut performer dans tout, il faut être bonne dans tout, il faut rendre des comptes à tout le monde, Même quand les milieux ne sont pas sains. même quand les milieux sont pas sains. Puis la passion, elle est pas loin de l'addiction aussi. Oui. Comment on fait pour tracer la ligne entre l'addiction puis la passion? La passion, c'est quand ça te fait plaisir, que tu en manges, que tu aimes ça, puis ça te fait du bien. Ça, c'est de la passion. L'addiction, c'est quand tu te sens obligé, que tu as une constriction, puis tu y vas quand même, que tu vas contre toi. Quand tu as une passion, si tu es fatigué, tu vas te reposer. Parce que je suis fatiguée, là, je vais prendre un petit break, puis on va recommencer à s'amuser après. Mais quand c'est une addiction, on n'est pas capable d'arrêter. On est épuisé. Quand j'étais athlète au taekwondo, j'étais boulimique anorexique aussi, mais j'avais la maladie d'hyperperformance. Hein? Donc, moi, j'arrêtais de m'entraîner quand je tombais littéralement à terre. Au lieu de prendre la drogue, moi, je me suis entraînée. Donc, je m'entraînais matin, midi, soir. Je m'entraînais, j'avais mon horaire à la minute près. Je ne sais pas si tu connais ça, si tu as passé par là. Non. Non. Je me suis déjà fait ramasser sa rue par un étranger parce que j'avais couru tellement au-dessus de mes forces que mes jambes m'ont paralysée. Donc, j'ai tombé sur le trottoir, puis un automobiliste qui m'a vu allonger sur le trottoir, qui m'a ramassé, qui m'a ramené chez moi parce que je n'étais pas capable d'arrêter. J'étais incapable et je me blessais constamment. Mais est-ce que c'est le propre des athlètes de haut niveau ou le propre des athlètes olympiques? Parce qu'on a aussi une connaissance en commun, Fred et moi, qui s'entraînait en vélo jusqu'à ce qu'il saignait du nez. Parce qu'il allait au bout de ce qu'il pouvait être, faire et au bout de l'énergie de son corps. Je pense que les athlètes, puis je ne parle pas de tous les athlètes, Non. mais il y a plusieurs athlètes, je pense que c'est comme une soupape, l'entraînement, à des choses intérieures. Tu sais, c'est un mal de vivre, puis l'entraînement nous aide
à, à trouver un purpose dans notre vie, un but à quoi s'accrocher pour vivre. Donc, je pense qu'il y a de ça pour plusieurs athlètes et plusieurs artistes aussi. Et tu sais, tu me parlais de ce moment pendant cette année-là où tu es avec tes pensées, où tu te dis, bon, OK, là, ça, je ne peux plus, je retourne pas sur scène, le milieu sain, le milieu qui est malsain, je veux le relâcher. Quand est-ce que tu découvres le milieu du coaching? Tu te dis, là, ça y est. C'est quand je suis revenue à Montréal. Parce que quand je suis revenue à Montréal, c'est le Cirque du Soleil qui voulait m'avoir dans les bureaux. Donc, ils m'ont accepté au bureau, m'envoient le contrat et 2 semaines après, mon contrat est aboli parce qu'ils ont fait toutes les mises à pied en 2010. Là. Donc, je faisais partie de la gang que j'aimais finalement travailler dans les bureaux. Aïe, aïe. Oui. Mais c'était un cadeau en même temps. C'était un cadeau parce que je me connais maintenant que j'aurais quitté mes fonctions parce que je me suis rendu compte que je n'étais pas capable d'avoir un bas sur la tête. Ouais. J'ai trop une tête de cochon, puis j'ai trop besoin d'être en charge de ma business, de ce que je fais. J'adore collaborer, mais avoir quelqu'un sur ma tête, je ne suis pas capable. Donc, j'ai appris ça plus tard dans un autre. En fait, j'ai eu 2 burn-out. Okay. C'est ça. En tout cas, quand je suis arrivée à Montréal, en fait, je suis retombée malade. En fait, je ne m'étais pas vraiment remise. Hein? Fait que ce que j'ai fait, En fait, quand j'ai vu que ça ne marchait pas au Cirque du Soleil, j'ai travaillé pour une autre entreprise artistique où est-ce que j'ai quitté au bout de 10 mois parce que je me suis fait écraser à cause de la misogynie. Je vais taire le nom, mais j'ai quitté avant de tomber encore malade. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à essayer d'avoir un bébé. Puis je suis allée à l'université, j'ai fait une maîtrise en gestion des arts et j'ai perdu 6 bébés, j'ai fait 6 fausses couches. Et j'étais un peu découragée. Puis là, je savais tellement pas quoi faire de ma vie que j'ai recommencé à dire, ben je peux faire un one-woman show. Tu étais encore dans la performance, même si tu voulais renoncer à la scène. Oui, c'est ça. J'avais pas compris encore. Tu n'avais pas encore compris. C'est ça. Fait que je me suis mis à faire du théâtre 3 fois par semaine, des cours de danse 2 fois par semaine, à faire ma certification pour devenir coach, parce que j'avais commencé à étudier le programme de Bob Proctor, mais comme cliente. OK? Et c'est là que je suis rentrée, une personne qui m'a... une mère d'un artiste de cirque, OK? Qui m'a dit, ben pourquoi tu n'embarques pas dans ce programme-là? En même temps que je faisais tout ça, là, tu sais. Ouais. Donc, j'ai rentré dans ce programme-là. Je suis tombée en amour raide avec ce programme-là. J'ai senti... Parce que j'ai fait beaucoup de thérapie dans ma vie, parce que j'étais une dépressive toute ma vie, en fait, là. Comme 350 millions de personnes, tu me disais. Oui! Oui. On est nombreuses. Ben, puis ça, c'est juste ceux qui sont... qui l'ont dit. Qui ont dit, c'est ça, qui ont été diagnostiqués. Ouais. Mais on sait très bien que combien de personnes qui sont malheureuses, combien de personnes qui sont perdues aussi, combien de personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, combien de personnes qui ont perdu le désir parce qu'ils ont passé toute leur vie, surtout les femmes qui ont passé toute leur vie à s'occuper des désirs des autres. Donc, à un moment donné, c'est qui je suis, c'est quoi que je veux. On ne le sait plus à un moment donné. Et c'est avec Bob Proctor que tu as trouvé un peu qui tu étais, puis qu'est-ce que tu voulais. Ah oui. Puis il y a eu un impact incroyable sur toi parce que tu as eu la grande chance ou le grand privilège ou peu importe de travailler avec lui. Oui. Personnellement. Ah oui, j'ai eu la chance. J'ai travaillé avec lui, avec ses bras droits aussi. J'ai eu vraiment la chance inouïe de rencontrer cet homme-là avant qu'il meure. En fait, ça a été des dernières années, 3 ans avant qu'il meure, que j'ai vraiment rencontré Bob Proctor. Puis il a complètement changé ma vie parce que j'ai appris avec lui à m'aimer, à vivre à partir d'une mission, à lâcher prise sur une partie de ma vie que j'avais plus besoin, puis de me concentrer qu'est-ce que je voulais à partir de maintenant. OK, oui, ça fait 25 ans que je suis dans les arts. Oui, j'ai fait du taekwondo, du cirque. Oui, j'ai fait tout ça. Mais maintenant, qu'est-ce que je veux vivre? Je ne m'étais jamais posé cette question-là. Qu'est-ce que je veux vivre? Ah oui, qu'est-ce que je veux faire? Mais qu'est-ce que je veux vivre? Qui je veux être? Tu sais? Puis, à partir de ça, j'ai commencé à me poser la question, bien, peut-être que je pourrais me donner la chance de faire juste une chose. Puis peut-être que je pourrais être coach. Puis peut-être que je pourrais avoir un impact sur le monde en
avec ce que j'avais à l'intérieur de moi que je ne pouvais pas externaliser quand j'étais artiste de cirque, c'est-à-dire tout l'amour que j'ai à l'intérieur de moi, tout je suis sûre que c'est mon super pouvoir, c'est l'amour que j'ai en dedans pour les humains. Et j'ai toujours eu ça, puis je ne savais pas quoi faire avec ça. Et là, il a ouvert la porte à ça. Puis je me suis donné la chance pendant 1 an. Je dis, OK, essaye d'être coach juste pendant 1 an pour voir. Parce que c'est tellement dur quand tu fais 25 ans t'es dans les arts de dire, hey, je vais faire d'autres choses. Transition de carrière pour les artistes, c'est excessivement difficile. Puis là, je me suis donné la chance. Je dis, OK, juste 1 an. Puis ça ne marche pas 1 an. Après ça, je retourne dans les arts, je retourne au théâtre parce que je tombe en amour avec le théâtre. Mais là, Et tu voulais une chose. une chose. Et j'ai fait ça, puis ça a été fini. Je tombe en amour raide avec cet univers-là, ce travail-là, ce programme-là, ce matériel-là et Bob Proctor. Qu'est-ce que tu as retenu ou qu'est-ce que tu as été en mesure de mettre en place le plus rapidement avec lui? Ma confiance en moi. Ah ouais? Ma confiance en moi. J'ai retrouvé j'ai construit une nouvelle confiance en moi qui était vraiment interne. Avant, j'avais une confiance en moi parce que j'avais du succès. Mais ce n'est pas de la vraie confiance en soi. Quand on a du succès, oui, ça aide, mais ce n'est pas la vraie confiance en soi. Parce qu'aussitôt qu'on arrête, comme pendant la COVID, on ne sait plus qui on est parce qu'il n'y a plus personne qui nous applaudit. Donc, la confiance en soi, c'est que tu t'aimes et tu es fier de toi, même si tu n'as pas les résultats extérieurs nécessairement. OK? Donc, ça, c'était la première chose parce que c'était le début. Le tout début, c'était pendant ma certification. Donc, c'est ça. Ça a été la première chose. Et tu sais quoi? Tu me rappelles, moi aussi, je suis dans l'hyper-performance. C'est Ouais. au niveau académique, sportif, capitaine d'équipe et tout le reste, l'école, la télé. Et moi, ce moment-là où j'ai commencé à construire cette confiance-là, c'est quand j'ai eu mon premier enfant. Où là, il n'y a plus personne dans la maison quand tu as les seins pleins de lait, puis il n'y a personne qui te dit que tu es belle, il n'y a personne qui dit que tu es donc en avance sur ton temps, tu es donc jeune pour être rendu là. Là, il n'y a rien, il y a le bébé qui pleure, puis il y a les armoires qui te regardent, puis il y a le lave-vaisselle qui déborde. Ça a été un moment où j'ai trouvé ça tellement difficile de ne plus voir mon succès à travers les yeux des autres. Exactement. Exactement. Avec là, tu te ramasses, t'es un peu tout nu. Oui, complètement. C'est ça. Donc, il faut que tu reconstruises petit à petit ta confiance en toi, puis que tu saches, toi, vraiment, vraiment profondément à quel point tu es extraordinaire, à quel point tu es belle, à quel point tu es merveilleuse, puis que tu es capable d'accomplir quelque chose d'extraordinaire pour avoir un impact extraordinaire sur ta vie, tu sais. Mais il y a bien des gens qui nous écoutent en ce moment, Sophranie, qui doivent dire « mais c'est ben trop tard et c'est impossible pour moi. » Absolument pas. J'ai pas la Absolument. beauté, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'impact, j'ai pas le reach. Comment je peux faire ça? Oh mon Dieu. C'est pas l'argent qui fait le bonheur, Non. de un. Hein? Il y a des personnes qui sont multimillionnaires qui sont absolument malheureux. Ouais. C'est comment qu'on fait? Bien, la première chose, c'est qu'il faut apprendre à s'aimer. Il faut apprendre aussi, il faut conscientiser notre programme mental. Il faut conscientiser ce qui se passe dans notre subconscient parce que le programme mental, il est situé dans le subconscient. Et tu vois, il y a une étude sur la plasticité du cerveau humain qui on a découvert que nous, les humains, on est conscients seulement de 2 à 6 du temps. C'est épouvantable, ça. OK? Oui. C'est surprenant. C'est pas épouvantable, mais c'est surprenant. Oui, merci. Oui, moi, je suis tombée des nues aussi quand j'ai appris ça. J'en revenais pas. Mais on vit on est comme des robots un petit peu. Hein? Ouais. On reproduit toujours la même chose. Puis on s'étonne pourquoi on attire toujours les mêmes personnes, les mêmes circonstances, hein? Les mêmes résultats. Parce qu'on reproduit toujours la même chose, mais on ne s'en rend pas compte. Parce que c'est dans le subconscient. Et pourtant, on ne se rend pas compte non plus parce qu'on n'apprend pas à l'école. Et ça, c'est terrible qu'on n'apprend pas ça à l'école aux petits-enfants, le pouvoir qu'ils ont sur leur vie. Parce que ça part à partir des pensées qu'on a. Tu sais, juste comment tu te parles toute la journée dans ta tête, ça a un impact direct sur ta fréquence vibratoire, OK? On n'est plus à l'ère des gènes, mettons, on est à l'ère de la science quantique. Et on le sait qu'on est tous et toutes des masses d'énergie qui vibrent sur une certaine fréquence. Oui! Hein? Ça me donne des frissons quand tu dis ça. Et notre fréquence vibratoire dicte ce qu'on attire. Parce qu'on attire toujours ce qui est en harmonie avec notre fréquence vibratoire, avec nos pensées. OK? Et c'est pour ça, notre conscient, on a
on veut dire l'inconscient et le conscient qui est là, OK? OK. Notre programme mental, il est dans l'inconscient. Et dans le conscient, ici, c'est toutes nos pensées, puis toutes nos pensées analytiques sont là, OK? Toute notre créativité est là aussi, OK? Puis, toute comment résoudre des problèmes, c'est là, c'est dans le conscient. Puis, ce qu'on sait, c'est que le conscient, on a du contrôle sur notre conscient. Si ça te fait mal au cœur de voir la guerre à la télé, mais tu fermes la télé. Si tu as vécu un traumatisme, pourquoi tu y penserais toujours? Ouais. Parce que si tu y penses toujours, là, ça crée de l'amertume. Oui. Et l'amertume crée dans ta sueur de l'acidité. Et oui. Et OK, il y a des émotions qui ont été calculées dans la sueur des personnes. Ah On ouais? a, oui, on a mesuré toute la gamme d'émotions sur l'impact qu'il a sur la sueur qu'on a, nous autres. Et on peut le mesurer. Et on peut le mesurer. Et la colère internalisée, là, l'amertume, là, ça, c'est là où est-ce qu'on a mesuré le plus haut degré d'acidité. Donc, si on a de l'amertume envers une personne de notre passé, qu'on a de la colère internalisée par rapport à quelque chose qui nous est arrivé dans le passé, ça nous empoisonne tranquillement. On s'empoisonne nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument, absolument apprendre à avoir du contrôle sur nos pensées. C'est un super pouvoir qu'on a, nous, les humains, la pensée. OK, mais là, dis-moi, comment on fait? Est-ce qu'on peut avoir un petit exercice rapido presto? Oui. Parce que là, je veux bien contrôler mes pensées, mais quand elle vient, là, je vais me dire, oh mon Dieu, c'est vrai, il ne faut pas que j'y pense. Oh non, il ne faut pas que j'y pense parce que je suis en train de devenir acide, je suis en train de m'empoisonner, puis là, je vais me créer encore plus de stress. S'il te plaît, Sophranie, donne-moi quelques OK. cues. Qu'est-ce qu'on peut faire? OK. On peut écrire une affirmation. OK? Moi, j'ai eu une affirmation pendant des années, en fait, mais c'était en anglais, mais je suis qui je suis et c'est suffisant. OK. Je suis qui je suis et c'est suffisant. Je suis forte. OK? Je suis puissante. Il n'y a pas de limite à ce que je suis capable d'accomplir. OK? Tu te fais une affirmation de ce type-là et à chaque fois que tu as une pensée négative, il faut être conscient de ce qui se passe dans tes pensées. Et à ce moment-là, tu sors ton affirmation et tu peux même toucher ton cœur. Puis de sentir à quel point tu es une personne extraordinaire. Je suis une personne absolument extraordinaire. Je suis une personne, j'ai pas de limite à ce que je suis capable d'accomplir. Je suis qui je suis et c'est suffisant. OK? Et ça, à force de répéter et répéter et répéter, ça va rentrer dans notre subconscient. Puis je te garantis, quand j'avais 6 ans, j'avais dit à maman, je sais pourquoi les gens sont fous, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de penser. OK? Et toute ma vie, j'ai eu ce hamster-là, hein? Puis je suis sûre que tout le monde en a ça. Oui. Et c'est possible de l'arrêter. C'est possible de l'arrêter, mais je ne l'ai plus. Tu l'as plus? Non, je ne l'ai plus. Zéro? Je l'ai seulement si je me sens insécure, par exemple, genre mes règles, ou Ouais. Un niveau hormonal ou Oui. un choc ben peut-être. oui, ou, tu ou sais, quelque ouais. chose qui arrive. Ouais. Là, ça peut arriver, puis là, OK. je me reprends tout de suite, tout de Ouais. suite, tout de suite. Oui. En fait, c'est OK? pas tant. Puis c'est important à noter, tu sais, je te dis, ah oui, jamais ça arrive, jamais. C'est comme, Non, c'est non. conforte-moi que ça t'arrive encore, mais c'est pas que ça nous arrive ou pas. C'est la vitesse à laquelle on se rattrape, C'est l'enjeu. ça. C'est ça. Je pense que c'est ça le C'est de cadeau. conscientiser C'est nos conscientiser. pensées. C'est pas que ça nous arrive, c'est pas Non, grave. ça arrive. Tu peux être en colère, c'est correct, c'est une expérience C'est terrestre. ça. Mais relâcher, ça peut Oui. prendre probablement quoi? 5 Oui. secondes, 1 minute, 2 minutes, ça. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Relâche. Quelques secondes. Oh oui, c'est ça, quelques Mais- secondes. Je me réveillais avec ça le matin. Puis des fois, je me réveillais la nuit avec ça. Hey, j'aurais dû dire ça faisait 15 ans. Tu sais, j'aurais dû réagir comme ça faisait 20 ans. Ouais. Ça n'a pas de bon sens, ça. Ouais. Ça n'a pas d'allure. C'est même pas logique quand Non. tu y penses. Est-ce que j'ai raison? Il faut se poser la question. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai raison de penser que c'est vrai ce que je suis en train de penser? Exact. Hein? Ça, c'est Non. une de mes phrases préférées. Bon. Est-ce que c'est vrai? Oui. Est-ce que je peux savoir hors de tout doute raisonnable Ben c'est ça. ou de façon absolue que c'est vrai? C'est ça. Mettons, j'ai pas réussi à la hauteur ou j'ai pas réussi assez ou je devrais être encore plus avancée dans X affaires. Comme, est-ce que c'est vrai? Mais c'est ça. Est-ce que c'est vrai de façon absolue? Non. C'est ça. Je peux pas le savoir. C'est ça. Puis après ça, c'est bon de faire une affirmation aussi parce OK. qu'on veut remplacer Ouais. la pensée par une autre. On veut remplacer un paradigme par un autre paradigme. OK? Parce que si on fait juste un effort de « Hey, va-t'en, j'ai plus besoin de toi »,
Mais qu'est-ce qui reste? Il n'y Il a reste rien. ouais, il y a un espace Il y a un espace, il où faut il que tu va le remplaces. OK, parce que sinon, il va y avoir une autre pensée qui risque Ça va d'arriver. revenir. Oui, une autre, Ouais. puis ça va équivaloir à l'autre. OK. OK? Parce que comment on est conditionné? On est conditionné toujours à aller vers le négatif, à toujours voir le manque, à toujours voir qu'est-ce qu'on fait de pas correct, comment est-ce qu'on n'est pas assez bon. On est toujours porté à faire ça. Et pourtant, on pourrait faire l'inverse. Mais est-ce que tu penses que c'est naturel? C'est la société? C'est la façon dont on est éduqué? Qu'est-ce que tu en penses par rapport au fait d'être attiré nécessairement vers le négatif? C'est l'éducation. C'est l'éducation. Oui, c'est notre programme mental. Hein? On a C'est le été robot, programmé. là, ce que tu me C'est disais. le là. robot. On Ouais. a été programmé à l'enfance par nos parents, après ça par la société, la culture dans laquelle on baigne, les médias, tous les traumatismes qu'on a vécus aussi, les traumatismes de nos parents. Tout ça fait notre programme mental. Et donc, on a un pouvoir sur notre subconscient aussi. Tu sais, il faut savoir comment qu'on peut changer notre subconscient, comment est-ce qu'on peut changer nos résultats en changeant notre programme mental. Parce que ce qui se passe, nos résultats dans notre vie sont un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, il faut changer le subconscient et ça se fait. On peut changer notre programme mental un paradigme à la fois. Oui, un paradigme à la fois. Paradigme à la fois. Un. Puis, exact. Tu me disais, quand on a fait la pré-entrevue, où ça peut être une toute petite chose à changer. Absolument. Tu peux me donner un exemple? Ben oui, je peux donner un exemple que je suis en train de faire là. Moi, je suis une addict au sucre. OK. Et là, j'ai fait un challenge, puis là, je me dis, OK, je mange pas de dessert pendant 30 jours. Mais là, je me dis pas, je mange plus de pain, je mange plus de patates, je mange plus ci, je mange plus... Non, je mange plus de dessert, juste dessert pendant 30 jours. Et là, tu vois, je me suis permis de manger un dessert, fait que je reprends un autre 30 jours. Puis c'est correct, parce que je vais me permettre à un moment donné de manger un dessert à tous les mois ou si je veux à toutes les semaines, mais ça ne sera plus à tous les jours puis à tous les repas. OK? Puis je suis en train de changer toute ma programmation mentale comme ça. Mais qu'est-ce que tu te dis, par exemple, quand ça te tente de manger le dessert? Là? Soit il y a de la crème glacée ou un super gâteau au chocolat ou peu importe, le tiramisu là, le plus extraordinaire. Comment tu joues avec cette OK, il est devant moi, ou ça sent bon, ou j'ai envie de le manger et je relâche. Je le mange pas. Si, par exemple, je passe devant une boulangerie puis ça sent le gâteau, je vais faire ça sent bon. Je vais profiter de l'odeur, puis je vais me satisfaire de l'odeur. Puis je vais dire, hey, ça va être le fun. Dans telle date, je me mets une date. Ça va être quand que je vais aller me prendre un bon morceau de gâteau au chocolat. Fait que je veux pas me punir. Moi, j'ai été boulimique anorexique, puis j'ai horreur des diètes. Puis les diètes, ça ne fonctionne pas. Tu perds 10 livres, puis tu la regagnes tout de suite. Ben oui, parce que c'est encore notre programmation mentale, c'est comme un thermostat. Hein? On veut toujours revenir à ce qui est programmé en dedans. C'est pour ça que les diètes ne marchent pas. Hein? À moins que la diète, là, puis je ne veux pas parler contre les nutritionnistes ni rien, parce que je pense maintenant qu'ils commencent à être vraiment conscient du fait que ça passe par la programmation mentale, que ça passe par le mindset. Il faut que tu changes ta programmation mentale. Il faut que dans ta tête, tu te vois un certain poids puis une certaine image, puis que tu prennes une décision. C'est vraiment la décision qui est importante. Puis c'est pas difficile de décider, mais il faut accepter de payer le prix pour ce qu'on veut. Est-ce que je le veux vraiment? Ouais. Qu'est-ce qui est plus fort? Mon besoin de dessert ou ma santé? Qu'est-ce qui est le plus fort dans les deux? Tu as une décision d'un gros changement dans ta vie. Toujours. C'est une question de choix. C'est une question aussi de faire ce qu'il faut, d'être en action par rapport à ce qu'on veut. Puis, il faut arrêter de penser à ce moment-là parce que il faut faire. Ouais. Oui. Puis on dit souvent, tu sais, il faut être dans l'être, il faut arrêter de faire. Puis tu sais, on l'entend beaucoup. Mais attends, là. Attends une minute, là. Pour être encore plus, il y a des faire aussi, mais qui sont différents. C'est différent. C'est différent. Puis quand tu me parles, par exemple, d'arrêter les desserts, c'est juste, comme tu l'as si bien dit, ou par rapport aux diètes, c'est si je veux changer quelque chose dans ma vie ou si je veux changer ma façon de penser, je ne change pas tout en même temps. Non. Puis si tu es capable, tant mieux, mais tu peux faire deux choses. Deux choses? Tu peux faire jusqu'à 2 choses. Comme là, moi, j'ai intégré l'entraînement aussi. OK. OK, je ne m'entraînais plus. Mais après avoir été saturée, on le comprend un peu. Oui, c'est ça. Puis c'est dur de se réentraîner. Quand tu es rendu, tu travailles, parce que moi, je passe mon temps à lire, à écrire, à parler. Donc,
mon physique, il a pu, tu sais, je m'en occupais plus là, les dernières années, sincèrement. Là. Puis là, ben, je recommence. Là. Ouais. Je recommence à m'occuper pour avoir un équilibre aussi dans ma vie, puis avoir de la santé. Puis je commence à faire du cholestérol. Bon, fait que c'est important de prendre soin de mon corps. Je me dis, si je fais pas attention à moi, comment je peux aider les autres à Ouais. faire attention à eux? Tu sais, donc, ça passe par moi, c'est clair. Là. Donc, je fais attention à moi, puis ça va super bien. Puis c'est tellement simple quand tu prends une décision. Hein, comment les pensées nous empêchent toujours de faire ce qu'on veut vraiment. Ah, on va le faire demain. Ah, c'est pas tellement grave. Ah, ben je le mérite bien. Ah, si, ah, ça. Mais tu as dit le mot important, décision. C'est On décision. dirait que même quand tu le dis, je le sens de la tête jusque dans mes tripes. Mhm. C'est pas une décision. C'est pas, ah, moi, je vais décider ça. Non, non, c'est C'est- je décide. Je sais pas si tu Oui. comprends qu'est-ce Oh que je veux oui. dire. Ça, Oh oui. ça descend, là. C'est, Oui. toutes les cellules sont en accord Oui. avec ça. Parce que tu es aligné avec ton objectif, avec ce que toi, tu veux. Donc, c'est plus ton vieux programme mental. C'est comme une vieille de. Je dis toujours que la programmation mentale, c'est comme une paire de vieilles pantoufles avec Oui. des clous, mais puis on est habitué, on rentre toujours dans les clous, puis Ça c'est pas fait mal grave. encore, c'est pas Pas grave. grave. Oui, Ouais. c'est ça. Ouais. Je dis pas que tout le programme mental est négatif, Non. mais le programme mental destructif là, que je parle. Ouais. Donc, c'est comme une vieille. On peut voir comme une vieille paire de pantoufles cloutées, tu sais. Tu as parlé de la statistique, moi, qui me renverse, à savoir qu'on est inconscient à 95 du Ouais. temps ou approximativement. Ouais. Avec ce que tu connais, avec toutes les études que tu as faites, neurosciences et tout le reste, selon toi, l'être humain en ce moment pourrait aller jusqu'à combien de pourcentage de conscience? Je pense que on peut. Je peux pas dire un Ouais. chiffre, mais ce que je dis, c'est que c'est pas. Il faut pas voir comme. C'est pas OK, être conscient, oui, on veut être de plus en plus conscient, OK? Mais l'inconscient va toujours être là. Mais l'inconscient, c'est magnifique. Il faut voir l'inconscient comme quelque chose de magnifique parce qu'on peut le transformer. Parce qu'imagine-toi donc que tu as appris comment tu lasses tes chaussures, là, Ouais. c'est dans ton subconscient. Tu n'as pas à y penser. Imagine que tu te serais conscient, ça te prendrait toujours un effort conscient pour tout faire. Subconscient puis inconscient, est-ce que c'est la même chose? Oui. OK. Oui. Donc, l'inconscient, c'est magnifique. C'est la première fois que j'entends ça, le mot magnifique avec inconscience. Oui. Oui. C'est magnifique, l'inconscient, parce que ça nous permet de faire des choses sans aucun effort. Est-ce que c'est un effort à t'acheter tes souliers? Non. Non, mais c'est ça. Est-ce que c'est un effort de donner des entrevues? Pas du tout. Non. Parce que c'est placé dans ton inconscient, c'est acquis, c'est intégré dans ton subconscient. On veut que ça soit intégré dans notre subconscient, aller au gym 4 fois par semaine. On veut pas que ce soit un effort, puis que notre programme interne se batte toujours contre nous autres. Parce que, tu sais, le programme interne, là, c'est les paradigmes hein, qui sont dans notre programme interne. Ouais. Ici, tu vas aller au gym, hein? Tu vas aller au gym, puis là, ça te dit, ouais, mais tu peux y aller la semaine prochaine, hein? Tu as un petit peu raqué dans les cuisses. Ah, mais ça me tente d'y aller. Puis là, ben t'attends. Puis lui, négocie. C'est un fin négociateur. Puis il va finir par manger ton idée, puis tu n'iras jamais au gym. Si tu laisses ton programme décider pour toi. Ouais. Il faut que tu dises, c'est quoi qui est important pour moi? C'est de s'aimer, de faire des gestes même inconfortables parce que c'est comme ça qu'on s'aime. Puis qu'à mesure qu'on prend des décisions, qu'on se discipline, qu'on discipline ses pensées, ses émotions et ses actions, ses comportements, c'est là qu'on développe la confiance en nous. Moi, je suis en train de me dire, la journée où tu commences à coacher quelqu'un, la personne, elle ne peut pas vraiment se défiler devant toi. Hein? Pas vraiment. Je les lâche pas. Ah non, puis j'aime tous mes clients. Oui. Ah oui, d'amour. Tu as des clients à l'international, Ouais. tu en as partout. Quelle est la plus belle ou la plus grande transformation ou la plus surprenante pour toi que tu as vue chez les gens que tu accompagnes? J'ai une femme qui a 70 ans. Et quand je l'ai rencontrée il y a un peu plus d'1 an maintenant, elle vivait avec un fils qu'elle a adopté de l'Ukraine qui a des gros problèmes hein, et qui la menaçait de sa vie. Donc, elle était enfermée dans sa chambre. Elle avait peur de sortir de sa chambre, OK? Et lui, il était toujours en train de rentrer partout où est-ce qu'il était, de la menacer. Et il jouait à un jeu avec elle. Et quand je l'ai rencontrée, son but, c'était d'enlever de la poussière chez elle.
Puis il faut dire que cette femme-là, c'est une ancienne chanteuse d'opéra qui a arrêté de travailler, d'être chanteuse pour élever 2 enfants qu'elle a adoptés de l'Ukraine. Et maintenant, aujourd'hui, son fils il est en appartement. Elle a intégré sa maison et elle commence à chanter. Elle est en train de préparer son spectacle À à 70 ans. 70 ans. Mhm. Quelles ont été ces étapes? Tu sais, quand tu parlais de un petit pas à la fois ou une chose en particulier en premier, quel a été ce geste qu'elle a posé Mhm. encore et encore pour Mhm. déprogrammer son inconscient? OK. La première chose que j'ai faite avec elle, c'est de reconnecter avec ses désirs à elle, ses désirs profonds parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Quand tu dis « je veux qu'il y ait moins de poussière dans ma maison », c'est pas un désir profond, hein? Non. C'est c'est ça. Donc, de Tu as oublié retrouver... ce que tu es, tu Ah, as oublié ce que tu aimes. était... Je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui résonnent à ça. Ils ont Oui. oublié ce qu'ils aimaient. Oui, ben oui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ça a été la première chose de vraiment connecter avec ses désirs. On a fait du travail sur elle pour reconnecter avec ça. Donc, elle, c'était la voix. Donc, je l'ai obligée à reprendre des cours de chant. OK? C'était important qu'elle sorte de chez elle. Donc, elle a recommencé à prendre des cours. Et là, même si elle rentrait chez elle dans sa chambre, ben, c'était ça. Puis avec son fils, ça a pris quand même plusieurs mois avant de tranquillement mettre des limites avec son fils, de mettre des limites claires avec son fils. Donc, on a passé de l'image de soi, hein, de mettre des limites, de penser à ses standards de vie, qu'est-ce qu'elle voulait vivre, parce qu'une fois qu'on a découvert les désirs, bien, quel désir qu'on peut atteindre maintenant, quelles limites qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on n'acceptera plus dans sa vie, qu'est-ce qu'on va décider qu'on fait, Ouais. et quelle personne qu'on ne verra plus, quelle personne qu'on va éloigner, quelle personne, tu sais, c'est ça. Parce qu'il faut apprendre à s'aimer. On passe en premier. Puis nos enfants, là, quand ils ont 21, 22, 23 ans, on n'a plus de responsabilité face à eux. Non. Puis il faut comprendre ça. On les aime, puis oui, des fois, ils ont des problèmes, puis on peut les aider, puis on peut les aimer, mais on n'est plus responsable d'eux. Ce sont des adultes dorénavant. Peux-tu me répéter ça juste pour moi, s'il te plaît? Je prends bien des notes en ce moment. Je le dis avec amour, hein, parce que je sais que c'est difficile, on les aime, nos enfants. Je sais. Non, je faisais juste un clin d'œil, mais effectivement, tu sais, c'est bon de se le rappeler. Puis des fois, Fred et moi aussi, on fait juste se dire, hey, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête, parce que sinon, on va pas nulle part avec la façon dont on agit en ce moment. Mais non, parce qu'ils sont responsables d'eux-mêmes. Exactement. On les aime tant qu'on veut leur donner le meilleur de nous-mêmes, mais des fois, c'est pas nécessairement le meilleur de nous-mêmes non plus. Hein? Absolument. Donc, cette femme-là a été en mesure de recommencer à chanter. Oui. De mettre des limites avec son fils. Oui. Oui. Et à ce que son fils quitte la maison. Il est dans un appartement. Il a quitté. Donc, la relation est meilleure. Elle commence à être meilleure. Là, on travaille sur la relation en ce moment. Oui. Extra. Ouais. Et elle a 70 ans. Elle a 70 ans. Juste de bien se souvenir que quand vous osez dire « Ouais, mais il est ben trop tard, trop vieille, impossible ». Tant qu'on est vivant, on peut évoluer. Tant qu'on est vivant, on peut atteindre quelque chose. On a envoyé un homme sur la Lune avec un ordinateur dont la puissance n'était pas plus grande qu'un cellulaire. Donc, est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour y arriver? C'est les 2 questions qu'il faut se poser. Ouais, puis payer le prix, là, des fois, ça peut avoir une connotation négative. Comme « Ouh, ouais, mais c'est pas ça. » Non. C'est « Est-ce que je suis prête à m'aimer à ce point pour m'autoriser à faire cette transformation-là? » Est-ce que tu es prête à te responsabiliser? Est-ce que tu es prête à reconnaître qui tu es? À voir tes faiblesses et tes forces? Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es prêt à contrôler tes pensées, à faire cet effort-là de changer tes pensées? Est-ce que tu es prêt à faire un move inconfortable tous les jours? Oui. Est-ce que tu es capable de faire ce que tu veux faire, mais tu le fais vraiment bien, tu prends ton temps pour le faire bien? Est-ce que, bon, tout ça, là. Puis avec ça, c'est l'amour, c'est la bienveillance pour moi. Est-ce que je m'aime assez pour faire ceci? Oui. Pour moi. Oui. Ouais. Et Sophranie, je m'en voudrais de dire qu'il y a d'oublier de... Non. Sophranie, je m'en voudrais de ne pas dire qu'il y a un livre qui s'en vient aussi éventuellement. Il n'y a pas de date au moment où on enregistre ce podcast, mais tu es en train d'écrire justement pour avoir un impact encore plus grand. Absolument.
Donc, c'est un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'action, justement. On est dedans pas à peu près. Oui, et pas le pouvoir de la performance, le pouvoir de l'action. C'est deux choses différentes parce que c'est une action de contrôler ses pensées. Donc, c'est vraiment un livre assez dense qui va porter sur 3 volets, 3 challenges de 30 jours. Puis c'est un programme, littéralement un programme pour changer des choses parce que ça va être 90 jours de travail sur soi. Oui. Donc, j'ai vraiment hâte, je suis vraiment excitée. J'ai hâte de voir aussi la naissance de ce livre-là. Donc, vous comprenez que si vous avez envie de travailler avec Sophranie, il faut être prête à mettre l'action, l'effort, l'amour, l'engagement, parce que moi, je l'ai devant moi et je me sens transpercée, traversée par ce regard. Et on sait très bien qu'avec toi, on ne peut pas se défiler. Mais je perçois qu'avec toi, c'est synonyme de grands changements quantiques, ma foi. Oui. C'est l'impact que tu as chez tes clients. Ça se peut, hein? Absolument. Ah oui, Absolument. merci de le reconnaître parce que moi, je le perçois aussi. Donc, si jamais ça vous tente d'explorer cet univers de Sophranie pour travailler avec elle, en privé, en groupe, semi-privé, il y a toutes sortes d'offres. Tout est disponible sous ce post, que ce soit en audio, en vidéo, YouTube ou peu importe le podcast, l'endroit où vous l'écoutez. C'est possible de la rejoindre, de prendre un petit moment, de lui écrire pour lui dire de quelle façon peux-tu contribuer. T'es exceptionnelle, Sophranie. Ah, toi aussi. Toi aussi, Karine. Tu es une merveilleuse personne. Merci de m'avoir invitée à ton podcast. Ça va me faire vraiment plaisir de revenir aussi. Oh, Puis, tellement. Puis merci d'avoir joué avec moi. Puis merci d'être aussi, j'aurais envie de dire le mot en anglais, c'est bold. Aussi solide, puissante, dorée et lumineuse. T'es à couper le souffle littéralement avec ton énergie. Merci, infiniment. Merci. Merci. Alors, laissez-nous vos commentaires si ça vous tente par rapport à cet épisode de podcast. Et merci infiniment encore là, d'être là avec nous à Impacter le monde. Et merci aussi de choisir d'avoir un impact sur votre monde et ainsi avoir un impact sur le monde entier. Merci. À bientôt. Merci encore. Merci, Karine.